L'épidémie de Covid continue de gagner du terrain dans notre département. Le taux d'incidence dépasse aujourd'hui les 350 cas pour 100 000 habitants, un niveau que nous n'avions plus atteint depuis la mi-avril. Et c'est donc dans ce contexte de reprise que les restaurateurs se préparent à mettre en place le pass sanitaire. À partir de lundi prochain, il sera obligatoire dans tous les établissements, en salle mais également en terrasse. Alors comment se préparent les professionnels lyonnais? C'est un reportage d'Aline Picard avec Lucie Young. Pour les restaurateurs lyonnais, c'est le début du casse-tête. Dans une semaine, ils devront mettre en place le pass sanitaire dans leurs établissements. Pas simple pour eux de l'envisager pour le moment. Sur un service du samedi où on peut faire 300 personnes, il faut compter 1 minute par personne pour le pass sanitaire, avec les gens qui chercheront leur portable dans leur sac, ceux qui n'auront pas le pass, etc. Donc oui, ça va nous prendre du temps, oui, ça va nous compliquer le travail. Juridiquement, on n'a pas le droit d'exiger la pièce d'identité. Donc, c'est-à-dire qu'en pratique, n'importe qui pourrait venir avec une autre identité et on ne pourrait pas vérifier si l'identité correspond au pass sanitaire. Donc moi, clairement, je trouve que c'est un peu chaotique. Si la plupart disent vouloir jouer le jeu, d'autres sont plus réticents. Sincèrement, sur le mois d'août, nous, on ne refusera pas de clients. Là, vu le pass sanitaire qui s'est mis en route il n'y a pas très longtemps, l'obligation, entre guillemets, de se faire vacciner, à partir du mois de septembre, oui, mais sur le mois d'août, on sera plutôt cool. Du côté des clients, les avis restent partagés. Moi, ça ne me pose aucun problème. Si c'est le prix de sa liberté à moindre coût. Est-ce que vous trouvez normal de pouvoir marcher dans la rue sans masque ? Et si je m'assois ici, il faut que je mette un masque. Et en plus, il faut un pass sanitaire. Je voudrais juste arriver à comprendre. Je suis vacciné, doublement vacciné, j'ai le pass sanitaire. Je vais continuer les restaurants, bien sûr. Mais voilà, je pense que pour priver les Français de liberté, il faut avoir une forte justification, ce qui n'est à mon avis pas le cas aujourd'hui. Le pass sanitaire entrera donc en application lundi prochain sous réserve de la validation du Conseil constitutionnel. Il doit rendre un avis jeudi. Le pass sanitaire sera également obligatoire pour le sport amateur. Personne ne pourra y échapper. Les licenciés, bien sûr, mais aussi les bénévoles, les encadrants, les parents ou encore les dirigeants. Il en sera de même pour les spectateurs qui veulent assister au match. Et dès le 30 septembre, les 12-17 ans devront également présenter un pass sanitaire pour faire du sport. Une décision que comprend le président de l'AS Saint-Priest. Pour lui, c'est la seule solution pour sortir de la crise. Écoutez-le au micro de Leïla Kessi. Alors, il y a 2 cas de figure. Ceux qui n'ont pas pu et qui veulent se faire vacciner, on a la possibilité de jouer encore avec des PCR qui seront, entre guillemets, gratuits, on va dire entre guillemets, toujours la Sécu payée par nos impôts. Et à partir du 1er octobre, les PCR seront payants, donc ils devront les payer. Donc ceux qui voudront jouer, ils devront faire des PCR, mais ils sortiront l'argent de leur poche. Donc si ça coûte 50 € un test PCR, vous voyez, 4 fois dans le mois, ça fait quand même 200 €. Donc je pense qu'ils devront bien réfléchir. Et puis il y a ceux qui ne veulent absolument pas parce qu'ils se disent c'est complot, c'est n'importe quoi, etc. Ils ne pourront pas jouer au ballon ou ils ne pourront pas encadrer les équipes. De toute façon, le gouvernement a donné des directives, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il faut les suivre. C'est comme ça, autrement on ne pourra plus jouer au ballon. Dans l'actualité également, la météo en ce début du mois d'août. On attend toujours l'arrivée de l'été dans le département du Rhône. Et malheureusement, il n'a pas prévu de pointer le bout de son nez tout de suite. Cette semaine, préférez encore votre parapluie à vos lunettes de soleil. Les précisions de Maïva Komsi. Si vous avez du mal à réaliser qu'on est en plein cœur de l'été, c'est normal, ce n'est pas qu'une impression. Le soleil a été timide ce mois-ci. Selon les experts, on a perdu 17% d'ensoleillement par rapport à la moyenne. Et les températures sont elles aussi légèrement en baisse, moins 0,6 degrés par rapport au normal de saison. Alors si vous avez eu quand même la sensation d'un mois de juillet très frais, c'est peut-être aussi parce que les 5 étés précédents étaient particulièrement chauds, voire caniculaires. Mais ce qui a surtout marqué les esprits ce mois-ci, c'est la pluie qui est tombée en abondance. Écoutez Romain Weber, il est météorologue à Lyon. On a eu un mois de juillet exceptionnel au niveau des précipitations. On a une anomalie de plus 178% donc par rapport au normal de saison. Il est tombé de mémoire, il me semble, 177 mm, donc c'est vraiment exceptionnel. D'habitude, au mois de juillet, il en tombe environ 70, 75. Et c'est le premier mois de juillet, on va dire, où il pleut autant depuis les débuts des relevés météo de la station Lyon-Bron, donc à savoir 1922.
La mauvaise nouvelle, c'est que l'amélioration n'est pas prévue pour tout de suite. Cette semaine, les températures devraient commencer entre 13 et 15 degrés le matin et monter au maximum jusqu'à 25 degrés l'après-midi avec parfois un peu de pluie. Il faudra donc être patient et espérer que l'anticyclone des Açores vienne nous protéger des perturbations. Mais ça ne devrait pas arriver avant la mi-août. On prend la direction de Roibon en Isère. À présent, samedi soir, des milliers de teufeurs se sont réunis sur l'ancienne ZAD de la ville pour une rave party non autorisée. Et ce lundi, en fin de journée, certains étaient toujours sur les lieux alors que les gendarmes ont installé des points de contrôle pour arrêter tous les véhicules qui sortent de la zone. Sur place pour BFM Lyon, Eline Dany avec Olivier Jouglard. Il y a encore du monde ici à Roibon. Quelques centaines de personnes continuent de faire la fête et les gendarmes, eux, continuent de contrôler toutes les voitures, contrôle d'identité, papier des véhicules ou encore le taux d'alcoolémie des conducteurs. À 11h30, ils avaient contrôlé 550 véhicules. 27 personnes ont été verbalisées pour possession de stupéfiants et 6 personnes pour alcoolémie. Certains teufeurs que nous avons rencontrés nous expliquent qu'ils souhaitent partir d'eux-mêmes petit à petit et d'autres espèrent rester ici le maximum possible. Au plus fort de l'événement ce week-end, ils étaient environ 6000 à s'être réunis ici. Ils se sont donné rendez-vous suite à un mouvement national. La nuit d'émeute, un appel pour dénoncer la répression policière et en hommage à Steve, ce jeune homme qui s'était noyé en juin 2019 lors d'une charge de la police pendant la fête de la musique. Notre série cette semaine vous emmène dans les assiettes des chefs lyonnais. Et on commence avec Joseph Viola. Il revendique une cuisine canaille, franchouillarde, simple, mais toujours avec l'exigence de l'excellence. La renommée de ces 3 bouchons n'est plus à faire. À Lyon, on vient même du monde entier pour goûter son fameux pâté croûte. Octavie Couchard avec Mélanie Ferreira. Allez, c'est parti. Chez Joseph Viola, les journées commencent tôt. Dès 6h30, le chef arrive dans son restaurant pour profiter du calme avant le tourbillon de la journée. Ok, vous remettez du fond dans le jus de poulet là. Ah Ibrahim, ça va Qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui là? Des champignons, des fraises. Ouais. Ok, bon, ça c'est bon. C'est tout beau. Ce Vosgien amoureux de la gastronomie lyonnaise a toujours considéré la capitale des Gaules comme un garde-manger à ciel ouvert. Je dirais que je suis classique, mais avec ce côté gourmand, ce côté canaille. Vous le savez, aujourd'hui je le revendique, ce côté-là. On est des adultes, mais on aime bien aussi ce côté enfantin, quelque part. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis dans un bouchon, ou je suis dans on est dans un restaurant où on a envie de partager les plats avec, je dirais presque avec les voisins, mais c'est ça, en fait, j'aime côtoyer ma clientèle, j'aime les gens en fait. Et c'est cet amour du partage, du bien manger simplement qui a certainement emmené Joseph Viola vers son plat emblématique. Ce plat qui est le plus franchouillard qui puisse exister sur les cartes de restaurant n'existait plus dans les restaurants. Donc je dirais que avec l'envie de vouloir faire un pâté en croûte en 2004 et à l'aide du Club des 8, aujourd'hui le pâté en croûte s'est répandu sur toute la France et voire dans d'autres pays. Un savoir-faire millimétré que le chef lyonnais exécute toujours avec autant de passion. Oui, moi j'attache une grosse importance sur la régularité d'un travail. Donc pour avoir de la régularité, il faut travailler également avec une balance. Des recettes établies et suivre les recettes, suivre une sorte de protocole de montage. La cuisine de Joseph Viola se veut simple mais raffinée et surtout exigeante. L'exigence de quelqu'un, c'est le début, je dirais, d'une réussite professionnelle. Parce que quand on est exigeant avec soi-même, c'est plus facile de donner des ordres. L'autre exigence de Joseph Viola, c'est d'adapter sa cuisine sans cesse. Depuis 2017, il a lancé ses épiceries et la vente à emporter. Une pratique accentuée par le Covid pour toujours garder le lien avec les clients de Daniel et Denise.
Et on termine ce journal avec les Jeux Olympiques de Tokyo et la première partie du contrat remplie aujourd'hui pour Alexis Gendard. Le plongeur de Messimi s'est qualifié pour les demi-finales du plongeon à 3 mètres en réalisant le 11e temps des qualifs. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Pour ses premiers Jeux, l'objectif c'est d'atteindre au moins la finale. Rendez-vous donc dans la nuit à partir de 3h du matin pour suivre sa demi-finale avant, on l'espère, la finale demain matin à partir de 8h.